Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous n'allons parler que de manière indirecte de la guerre en Ukraine qui avait beaucoup occupé nos précédentes séances. Elle poursuit son cours prévisible qui est défavorable au régime du Kremlin, un régime réduit à des gesticulations en escalade. Le moment est enfin venu de parler d'économie, de la crainte d'inflation et de récession qui hante une majorité d'observateurs. Comme il s'agit d'un vaste sujet qui a hélas des côtés un peu austères, je vous propose de procéder en deux parties. Commençons par la base. La hausse des prix est visible, elle est incontestable. Or, la théorie dominante nous enseigne qu'elle serait liée dans tous les cas à un excès d'offre de monnaie qui ne peut être combattu que par une politique de resserrement monétaire. Ce n'est pourtant pas le cas à présent. Les principales hausses de l'index des prix aux États-Unis ont porté, je vous rappelle, sur l'énergie, les véhicules, les transports, la restauration à domicile, les produits et services de soins, les produits alimentaires et vêtements importés. Aucun de ces éléments ne dépend de la croissance de la masse monétaire. Que peut-on en conclure ? Les causes principales de la hausse des prix sont des externalités. Premièrement, la perturbation du commerce international à partir de la Chine du fait du Covid, qui a réduit la production et accru considérablement les coûts de transport. Deuxièmement, le manque de main-d'œuvre, vaste sujet. Celui-ci est dû au déplacement de la main-d'œuvre hors des lieux de travail, à la réserve de trésorerie provisoirement constituée par les ménages durant le confinement, à la faible attractivité des bas salaires relativement au prix et à la consommation, à la fermeture des voies d'immigration, comme, à plus long terme, mais plus gravement et mondialement, le manque de main-d'œuvre qualifiée sortant du système d'éducation. Et enfin, troisièmement, la guerre en Ukraine, qui a coupé l'approvisionnement normal de certaines matières premières décisives, en particulier le gaz, les engrais, les huiles alimentaires, les céréales et certains métaux rares. Ces phénomènes se seraient produits même en l'absence de toute injection monétaire. Ils se poursuivront inévitablement aussi longtemps que la Chine sera menacée par l'épidémie et aussi longtemps que la guerre en Ukraine se poursuivra dans les conditions actuelles. Cette hausse continuera quelle que soit l'action des banques centrales, tant que les causes non monétaires n'auront pas disparu. D'un autre côté, il est tout à fait exact que les banques centrales ont procédé à des injections massives, d'abord dans le but de compenser la récession Covid, puis pour de nouveaux motifs à présent liés à la guerre. Ces injections, au moment de la récession Covid, ont été couronnées de succès et la croissance est de retour. Elle est aujourd'hui affectée surtout en Europe par les prix de l'énergie et des produits alimentaires qui étaient jusqu'ici importés d'Ukraine et de Russie, qui explique à elle seule une révision des projections de croissance en Europe en particulier, étant bien précisé que ces prévisions restent néanmoins positives. La question est donc, les masses injectées vont-elles contribuer aussi à la hausse des prix par un effet systémique en sus des causes externes? Et les banques centrales ont-elles raison d'administrer un remède monétaire à une situation d'origine non monétaire? C'est ce qu'en apparence les banques centrales semblent penser, puisqu'elles procèdent toutes, les unes après les autres, à des hausses de taux depuis mars 2022. Et beaucoup s'en émeuvent de crainte d'une récession qui serait causée par ce frein. Mais c'est confondre les taux d'intérêt nominaux, qui sont évidemment en hausse, avec les taux d'intérêt réels, déduction faite de la hausse des prix. Ces taux réels ne sont pas historiquement hauts, ils sont historiquement bas. Le resserrement n'a donc pas encore lieu à un niveau qui contracterait brutalement l'activité.
Même si donc les banques centrales s'étaient trompées par idéologie monétariste, en pratique, elles agissent avec précaution et d'une manière utile, comme on va voir dans notre deuxième partie. Les taux réels sont à ce point bas que l'épargnant est aujourd'hui laminé de 500 à 600 points de base. Bon, personne ne s'en soucie particulièrement, parce qu'il est coutumier de faire payer le rentier en cas de crise. Le seul qui s'en préoccupe est l'épargnant lui-même, qui cherche partiellement refuge dans d'autres valeurs, alimentant des bulles ça et là, par exemple dans des niches immobilières, les crypto-monnaies, des valeurs spéculatives à haut niveau d'endettement ou présentant facialement des rendements prévisionnels élevés, mais au seul regard de taux d'intérêt négatifs. Il est par principe sain que de telles bulles éclatent. Elles n'entraînent pas par elles-mêmes une surévaluation évidente des bourses, qui maintiennent dans l'ensemble des PI soutenables et dont il faut rappeler qu'elles sont d'abord détenues par des fonds de retraite qui peuvent malaisément en sortir. La faiblesse des taux réels a deux grands bénéficiaires. Les entreprises emprunteuses, bien sûr, mais surtout les gouvernements qui ne peuvent financer leurs grands investissements que par le maintien d'un afflux d'épargne vers les obligations qu'ils émettent. Ces obligations devant rester attractives en termes de risque et de rendement. Comme cette fois la hausse des prix dépend davantage de facteurs externes, il serait irrationnel de contracter la masse monétaire dans le seul but de modérer des prix qu'elle n'a pas générés. Les banques centrales fixent en conséquence leurs taux nominaux en dessous du seuil de contraction réel, de manière à ne pas affecter les capacités d'emprunt des États au moment même où la conjoncture exige d'eux une nouvelle phase d'investissement tout à fait indispensable. La hausse des taux sera donc durable, mais lente. Les taux d'intérêt réels resteront vraisemblablement négatifs assez longtemps, de manière à la fois à ne pas ralentir brutalement l'activité et ne pas imposer au gouvernement des remboursements trop élevés. La croissance est en effet ce qui permet de sortir le plus sainement de l'inflation, puisque la quantité de monnaie n'a de sens que quand elle est rapportée à un niveau d'activité. Une activité soutenue utilise de manière productive la monnaie qui a été injectée. La hausse des prix n'est pas alors accompagnée de récession et tend à se résorber. Toute la question est là. L'activité pourra-t-elle se maintenir malgré le cumul d'une hausse des taux ajustés aux besoins de financement public et d'une hausse des prix dépendant d'externalités sur lesquelles un resserrement monétaire n'agit que faiblement? Ce sera l'objet, si vous le voulez bien, de notre seconde partie. À tout à l'heure.